Vous êtes sur le canapé au milieu. Non, non, l'autre côté au milieu. Bonsoir, bonsoir à tous. Je suis Arnaud Tolinos, le secrétaire général du Théâtre de la Colline. Très, très heureux, au nom de l'équipe du théâtre, de Wajdi Mouawad, notre directeur, des éditions Actes Sud, qui co-organise cette soirée ce soir, de vous accueillir. Très, très heureux également d'accueillir ce soir Bertrand Tavernier. Heureux d'accueillir aussi Russell Banks. Et nous recevrons aussi l'aide précieuse ce soir de Marguerite Capel, qui est son interprète. Voilà. Alors, voilà comment va s'organiser la soirée. Nous avons à peu près 1h20, 1h30 ensemble. Dans un premier temps, Bertrand Tavernier et Russell Banks vont pouvoir dialoguer, comme ils ont l'habitude de le faire, parfois en public, parfois en privé. En tout cas, poursuivre leur dialogue sur leurs œuvres respectives. Et dans un deuxième temps, pour à peu près 20-25 minutes, nous allons recevoir aussi deux jeunes invités, Donatien Châtaignier et Juliette Smadja, qui sont étudiants en cinéma, respectivement étudiants en cinéma, en sciences politiques et en lettres et anglais. Ils vont pouvoir poser quelques questions. Puis au bout d'1h30, je dirais que le dialogue pourra se poursuivre un petit peu moins formellement à la librairie pour ceux qui veulent des signatures. Et vous êtes tous les bienvenus dans les espaces publics du théâtre. Donc sans plus tarder, je vous laisse la parole. Bertrand, bonne soirée. Merci. Merci. On va continuer un dialogue qu'on a commencé déjà un peu au Havre. Moi, je voudrais démarrer, je voudrais demander une chose tout à fait précise à propos d'un livre que je trouve magnifique, qui est Le Pourfendeur de nuages. C'est comment, tout d'un coup, naît l'idée d'écrire un livre qui évoque cette figure très étonnante de John Brown. Figure qui a été, mais alors, maltraitée par le cinéma américain à un point inouï, mais inouï. Les quelques films qui y font allusion, on en parlera, présentent un personnage de manière, mais c'est au-delà de la caricature, c'est absolument honteux. Or, John Brown est un des personnages, puisqu'il est quand même c'est lui qui fait, on peut dire, partir la guerre de sécession, démarrer la guerre de sécession. Et cet anti-esclavagiste, qui était aussi un personnage compliqué, d'où vient l'idée de ce livre et après, j'aurai d'autres questions sur John Brown, même par rapport à l'Amérique d'aujourd'hui. I'm so glad that you had a very specific question to begin this conversation with. Because for a moment or two, when I learned about the program, I was feeling a little bit like either Vladimir or Estragon and waiting for Godot, and that we were going to be stuck here for the time alone with nothing to say. Je suis absolument ravie que vous ayez une question un peu précise pour démarrer cette discussion, parce que pendant un moment, quand on m'a parlé de la façon dont ça allait se dérouler ce soir, je me suis dit qu'on risquait d'être un peu comme Vladimir et Estragon en attendant Godot et d'être coincé ici avec rien à dire. But the image of John Brown, the abolitionist, sometimes perceived as a liberator and sometimes perceived as a terrorist, came to me really in the late 1960s when I was at university in North Carolina. Cette figure de John Brown, donc, qui était un abolitionniste qui a pu être perçu comme un libérateur ou comme un terroriste suivant les points de vue, m'est venu à la fin des années 60 alors que j'étais à l'université en Caroline du Nord. And I was attracted to him for several reasons. One was he was an emblematic figure for the left, for the civil rights movement, for the anti-war movement. But he was also friend and
and much supported by the New England transcendentalist writers like Emerson and Thoreau, who were writers I was particularly engaged by. La raison, cette personnalité, ce personnage m'a immédiatement attirée pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'était une figure emblématique pour la gauche, et notamment pour le mouvement des droits civiques et pour le mouvement contre la guerre, mais aussi parce qu'il était lié à tout un mouvement d'écrivains de Nouvelle-Angleterre, notamment Emerson, Thoreau, qui me plaisait beaucoup en tant que lecteur. And then the 60s and the 70s faded, and with it faded the image of John Brown in my mind, until the 1980s, the late 1980s, when John Brown was invoked emblematically by the vigilantes and the radical anti-abortionists and the extreme right wing in America. Et puis les années 60-70 se sont achevées et l'image, cette personnalité de John Brown, je l'ai petit à petit oubliée et elle est revenue sur le devant de la scène que à la fin des années 80, quand elle a été invoquée par les mouvements anti-avortement, par les mouvements de vigilantes, les mouvements de ces citoyens qui patrouillent et qui surveillent leur quartier, donc des mouvements d'extrême droite qui d'un seul coup ont fait référence à ce personnage. And then quite incidentally, in 1987, my wife and I moved to a small village in the Adirondack Mountains in northern New York State. And I learned, to my surprise, that John Brown's body lay moldering in its grave just down the road from my house. Et par pur hasard, en 1987, mon épouse et moi-même avons déménagé dans un petit village des montagnes des Adirondacks, dans le nord de l'État de New York. Et j'ai appris complètement par hasard que le corps de John Brown était en train de pourrir dans son cercueil, juste en bas de ma rue, à 2 pas de ma maison. And along with Brown were the graves of 13 of the men, 2 of whom were his sons, who had been killed at Harper's Ferry or executed afterwards. So there was this ghostly presence of Brown and his raid and his family just in my neighborhood. Et à ses côtés, il y avait 13 autres tombes, dont 2 sont celles de ses fils, qui ont été tués ou exécutés à peu près en même temps que lui, au moment de son fameux dernier raid. Donc il y avait cette présence fantomatique de John Brown et de sa famille à très près de chez moi. Parce que ce serait bien, Russell, que vous évoquiez très rapidement Harper's Ferry, pour qu'on comprenne ce que sont ces tombes. Harper's Ferry. Oh, Harper's Ferry, the raid on Harper's Ferry. Oui. Yes, probably so. Harper's Ferry was a raid that Brown conducted in October 1859 on the Federal Armory located at the convergence of the Shenandoah and the Potomac rivers in what is now West Virginia. Donc le raid d'Harper Ferry est une opération menée par John Brown et ses compagnons en octobre 1859 contre l'armée fédérale, à la convergence entre la rivière Potomac et la rivière... Une armurerie fédérale, je crois. Une armurerie de l'armée fédérale. Et oui. J'ai loupé le nom de l'autre rivière. Yeah, you really don't want to get me going on the history because I'll be here all night long. Non, Potomac, mais just the, Donc c'est une histoire que je pourrais passer toute la nuit à vous raconter. Oui, Potomac et Shenandoah. Yeah. Potomac et Shenandoah. La rivière Shenandoah, en Caroline du Nord. En Virginie. En Virginie. Yeah, and he raided it because that was the location of the Federal Armory, and his plan was to take over the armory and the arms therein and arm slaves, which he would then liberate and help escape into the mountains. Et donc il a choisi cet endroit parce que c'est là où se trouvait effectivement l'armurerie fédérale et son intention était de se saisir de ces armes, d'armer les esclaves, de les libérer et de les aider à s'enfuir dans les montagnes. It was a long-planned raid, and it had support from very significant people in the abolitionist movement in the Northeast, including Frederick Douglass. C'était un raid prévu de longue date, une opération prévue de longue date, et qui avait le soutien de personnalités du mouvement abolitionniste très importantes du nord-est des États-Unis, dont Frédéric Douglass. And everything that went wrong
that could go wrong went wrong, and Brown was captured and later executed, and many of his men were killed at the site, and others were executed afterwards with him. Et donc tout ce qui pouvait mal tourner a mal tourné lors de cette opération, et Brown a été capturé, et la plupart de ses hommes ont été soit tués sur place, soit exécutés plus tard avec lui. But the historical implications of it were incredibly large because it essentially panicked the South to such a degree and valorized the North, the anti-slavery North, to such a degree that Abraham Lincoln was nominated by the Republican Party, and from there the Civil War began. Et ça a eu des conséquences historiques extrêmement importantes, parce que la panique que ça a semée dans le Sud, et en même temps la façon dont ça a valorisé le camp du Nord, a conduit à la nomination d'Abraham Lincoln comme candidat par le Parti républicain, et ça a conduit ensuite au démarrage de la guerre de sécession. But to go back to your question initially, what drew me to Brown as an image, as a figure, not biographically, but as an image, was the use of him both by the extreme left and the extreme right as emblematic within a period of 20 years in my own personal experience. And I thought anyone who can represent the deepest passionate political feelings of both the left and the right in that short a period stands at a crossroads in the American imagination. Et pour revenir à la question de départ, la raison pour laquelle ce personnage m'a attirée en tant que figure, en tant qu'image, et pas uniquement d'un point de vue historique ou biographique, c'est que le fait qu'un tel personnage puisse ainsi devenir un emblème à la fois pour l'extrême gauche et pour l'extrême droite, sur une période de 20 ans, je l'ai vu être un emblème pour l'extrême gauche et pour l'extrême droite, et la façon dont il a pu incarner les sentiments extrêmement passionnés de ces deux camps extrêmes pendant cette période-là, m'indique à quel point il se situe à un carrefour pour l'imagination américaine, pour l'imaginaire américain. And that crossing is where religion and violence cross over one another and make possible principled violence, which is what characterized the American imagination to an extraordinary degree even to today. Et ce carrefour, c'est celui où la religion et la violence se superposent et créent justement une représentation de la violence qui est très caractéristique de l'imaginaire américain jusqu'à nos jours. So for me, the novel grew out of this confluence of imagery and history and contemporary experience. I mean, it was written in the late 1980s, early 1990s. And the very important fact that he was buried down the road from my home. Et donc le roman, pour moi, est né justement de cette convergence entre l'imagerie, l'histoire, l'expérience contemporaine aussi, puisque c'est un roman que j'écrivais à la fin des années 80, au début des années 90, et le fait que sa tombe se situe ainsi si près de chez moi. Et l'idée de l'approcher de manière un peu oblique. To tell the story through the minor character. Yeah. Well, underneath it all, to me, was a story about Abraham and Isaac. And I wanted to tell the story from Isaac's point of view, the son's point of view. Rather than from Abraham's. Abraham is ultimately not as interesting to me. John Brown was ultimately not as interesting to me as a son of John Brown would be. There's also the problem of his being, I'm going on too long here for you, I'm sorry. There's also the problem of his being a charismatic, larger-than-life figure. The type of figure in literature like Ahab and Moby Dick, who are usually best seen from the side.
Donc sur cette idée d'avoir raconté l'histoire justement via des personnages secondaires. En filigrane, derrière cette histoire, pour moi, il y a l'histoire d'Abraham et d'Isaac. Et j'avais envie de raconter l'histoire du point de vue d'Isaac, du point de vue du fils. Abraham me semblait quelque part moins intéressant. Et de la même façon, James Brown m'a semblé moins intéressant que le point de vue que pouvait avoir son fils. L'autre problème, c'est que John Brown, excusez-moi, est un personnage extrêmement charismatique et tout à fait, une figure tout à fait extraordinaire par rapport à l'homme ordinaire. Et c'est un peu comme le capitaine Ahab dans Moby Dick. C'est un personnage qu'il est plus intéressant de raconter en l'abordant au travers d'un personnage secondaire. Mais c'est un roman melvillien, moi je trouve, puisque de la même façon, Ahab est raconté par Ismaël, par quelqu'un, par un témoin, ce qui est une manière formidable d'aborder l'histoire de biais, mais de prendre un recul avec l'histoire, avec le passé, de pouvoir prendre toutes les distances et de pouvoir vraiment approcher la complexité quand on voit un petit peu les choses comme ça, un petit peu de loin. You know, I had the great good fortune when I was having done a great deal of research, when I was trying to understand how to enter this story, of going to the rare book room in Columbia University in New York for the archives of the first serious biographer of John Brown, a man named Oswald Garrison Villard. J'ai eu énormément de chance dans mes recherches. Au moment où je cherchais la façon justement de pénétrer dans cette histoire, de raconter cette histoire, je me trouvais dans la pièce réservée, la salle réservée aux livres rares de la bibliothèque de l'Université de Columbia à New York. Et dans les archives, j'ai trouvé la première biographie sérieuse qui était écrite sur John Brown, qui était écrite par un certain Oswald Garrison Willard. I couldn't figure out how to tell this story until I dusted off these boxes of letters and files and notes that had been made in the early part of the 20th century, 1904 to 1909, by a research assistant for Professor Villard. Et donc, je me demandais comment démarrer cette histoire quand je me suis retrouvée à épousseter ces archives, ces notes, ces documents qui avaient été rédigés par l'assistant de recherche du professeur Willard entre 1904 et 1909. And here's where serendipity solves artistic problems. In these files were interviews made with the surviving children of John Brown, who were much younger than... we were indeed children during the Harper's Ferry raid. But at the time of 1904, 05, were elderly people now living in the far west. Et c'est là où la sérendipité peut aider à résoudre des problèmes artistiques. Je suis tombée sur les interviews avec les enfants survivants de John Brown, qui étaient des enfants qui étaient justement enfants au moment du raid de Harper Ferry, mais qui étaient devenus des personnes âgées en 1904-1909 au moment de ces interviews, donc des gens âgés qui vivaient dans l'Ouest. And very clear handwriting, this young woman had written down the answers to whatever questions she was asking these people. And in doing so, she had transcribed a beautifully clear voice. It was almost as if they were tape recordings of late 19th century American working class, self-educated people. Et donc cette jeune femme, cette assistante de recherche, avait transcrit dans une belle écriture toutes les réponses aux questions qu'elle avait posées à ces enfants qui avaient survécu à John Brown. Et elle avait en fait transmis, enregistré une voix extrêmement claire. C'était presque comme avoir un enregistrement audio de quelqu'un de la classe ouvrière de la fin du 19e siècle qui s'était fait tout seul, qui s'était éduqué tout seul. And I realized instantly, that's the voice I want to tell the novel. That's the voice I need. Now, who can I have speak that voice? There must be one child of John Brown who was present at all the crucial moments in his public life, starting from before Harper's Ferry
and going through the Kansas Wars and ending at Harper's Ferry, who escaped, who lived on. Et je me suis dit, c'est ça la voix que je veux pour raconter, pour dire le roman. Et je me suis demandé qui pouvait incarner cette voix. Je me suis dit, il doit bien y avoir un enfant de John Brown qui soit présent à tous les moments clés, les moments cruciaux de sa vie, avant le raid de Harper Ferry, pendant la guerre du Kansas, et puis au moment de Harper Ferry. Et donc, qui peut être cet enfant survivant? Parce qu'il en a eu beaucoup d'enfants. Il a eu une masse d'enfants. Hein. Yes, yes, he had 13 children, yes. Oui, oui. oui, Il en a eu 13. But there was such a son, Owen Brown was his name, born in 1825, who was present with his father at every one of the battles, was present at Harper's Ferry, and escaped to tell the tale. And this is a storyteller's key. We need somebody who was there, but who escaped to tell the tale. Et donc, il y avait bien ce personnage, un fils, Owen Brown, qui est né en 1825, qui était présent aux côtés de son père à toutes les batailles qu'il a pu mener, qui était présent à Harper Ferry, mais qui a survécu, qui s'en est échappé, et qui donc peut le raconter, parce qu'on a besoin, pour dire une histoire, qu'il y ait quelqu'un qui ait survécu et qui puisse nous raconter l'histoire. And just incidentally to that, he escaped from Harper's Ferry in 1859 and ended up in Altadena, California, on a hilltop as a hermit shepherd for the rest of his life. Died in 1889. Now, by authorial fiat, I gave him a life into 1904 so that he could be interviewed by the research assistant for this historian. Et donc, par pur hasard, il a donc échappé à Harper's Ferry, au massacre d'Harper's Ferry en 1859, et il s'est retrouvé à Altadena, en Californie, où il est devenu berger jusqu'à la fin de ses jours. Il est mort en 1889, là où j'ai un peu triché, où j'ai pris une liberté d'auteur, c'est que je l'ai fait vivre jusqu'en 1904 pour qu'il puisse être interviewé par cette jeune assistante de recherche. It's the godlike power of an author to bring somebody and resurrect him and let him live on another 15 or 20 years. Because I didn't want the story to have the feel, an antique feel. I wanted it to be as much about today as it was about the past. C'est le pouvoir divin dont jouit un auteur, un écrivain, de pouvoir ainsi provoquer la résurrection d'un personnage et le faire vivre encore 15 ou 20 ans de plus. Mais je voulais surtout que cette histoire ne sonne pas comme une histoire ancienne qui se serait passée il y a très longtemps. Je voulais qu'elle ait une résonance contemporaine. C'est une histoire sur aujourd'hui. Yeah, it's a story of the making of a terrorist, really, at bottom. The forces that come into play in the creation of a terrorist, and about dueling views of history. It's important to note that John Brown, even to today, is largely regarded by white Americans as a well-intended madman, whereas he has always been regarded by black Americans as the most noble of all white Americans. Oui, et c'est au fond, cette histoire, c'est aussi l'histoire de la fabrique d'un terroriste et de la façon dont différentes forces président à cette création d'une figure terroriste. C'est aussi l'histoire de vision conflictuelle de l'histoire, puisque John Brown, pour l'Amérique blanche, pour la plupart des Américains blancs, c'est quelque part un fou bien intentionné, alors que pour la majorité des Américains noirs, c'est le plus noble des Américains blancs. Mais le chant a été changé même. Les paroles, John Brown Body, ils ont refait, on a refait après des paroles pour pas qu'il y ait son nom dans un hymne. Hein, dans l'hymne. That's right. Yes, so I know. They've been dueling histories. It's kind of fascinating because nobody, black or white, disagrees on the facts. But both blacks and whites disagree extremely on the meaning of the facts. Oui, c'est tout à fait vrai. Ça revient encore une fois à ces visions conflictuelles de l'histoire. En fait, personne, que ce soit les Noirs ou les Blancs, n'est en désaccord sur les faits. Mais par contre, le désaccord est extrêmement profond sur le sens, sur l'interprétation de ces faits. Interesting question, actually, at the moment when Donald Trump's press secretary is trying to convince us that there are such things as alternate facts. I love. Sorry, I didn't mean to go there. I knew
Je savais que vous aimeriez bien ça, hein, les faits alternatifs, la vérité alternative. Donc c'est une question intéressante au moment où le secrétaire aux médias de Trump est en train d'essayer de nous convaincre qu'il existe justement quelque chose qu'on appellerait des faits alternatifs. Les faits alternatifs, ça c'est c'est un autre nom pour mensonge. C'est formidable. C'est extra. Mais alors, Rosset, comment est-ce que vous expliquez qu'un personnage qui est quand même considéré comme très important par les Blancs et les Noirs ait été à ce point ignoré, peut-être pas par les livres d'histoire, mais en tous les cas par le cinéma américain? Well, he raises serious and emotionally fraught questions for both white and black, but especially for white Americans. And these are questions that about race and about violence. And these are questions that the film industry is very reluctant, even to today, to deal with in a straightforward and honest way. C'est-à-dire que son personnage soulève une question très grave qui a un poids émotionnel extrêmement fort pour les Blancs comme pour les Noirs, mais peut-être surtout pour les Blancs, qui est la question de la race et des violences entre les races. Et l'industrie du cinéma, encore aujourd'hui, a une certaine réticence à traiter cette question de façon franche et frontale. I'll tell you though, Bertrand, I think today, 2017, the film industry as such is more willing and more able to deal with these questions of violence and race and the intersection of the two than they ever have been in the past. And then to signifying that is that Cloud Splitter is now being optioned to be developed as a extended, limited, what they call limited series for television. So. Mais je crois, en tout cas, Bertrand, qu'aujourd'hui, en 2017, l'industrie du cinéma est sans doute plus capable, plus décidée que jamais à essayer de traiter cette question de la violence, cette question de la race et cette question de la rencontre entre la violence et la race. Et un signe positif de ça, c'est le fait que Le Pourfendeur de nuages, justement, est en cours de négociation pour être transformé en série télévisée. Oui, parce que des films, vous pouvez voir en DVD un film avec Errol Flynn qui s'appelle La piste de Santa Fe, où on voit John Brown qui est joué par Raymond Massey, et l'épisode de John Brown est on pourrait dire maintenant que c'est une série de faits alternatifs tel que c'est présenté. It's hilariously bad, I know. Oui. C'est tellement mauvais que c'est extrêmement drôle. Ah, oui. Et c'est une caricature du personnage qui est incroyable. And the Africans, the slaves that he frees are very angry and upset with him because they would much prefer to be back in slavery than to be freed. Yes. Oui, les esclaves qu'il a libérés sont très en colère contre lui parce qu'évidemment, ils préféraient retourner à l'esclavage plutôt que d'être libres. Voilà, c'était la vision. Now, it's my turn to ask you a question, I think. C'est mon tour de te poser une question, je crois. See, we are, the two of us, men of a certain age. Oh, yes. En français, s'il vous plaît. Oui. Nous sommes tous deux des hommes d'un certain âge. And I found myself in recent years, especially, thinking back over the arc of my work and life, and trying to ask some fundamental questions of myself and of my work and life in that light. Ces dernières années, j'essaie de reconsidérer mon œuvre et ma vie et de me poser quelques questions assez fondamentales sur moi-même, mais sur mon travail. And I wonder how differently I would approach my writing life, how differently I approached my writing life when I was in my 20s and 30s, and how I approach it today. Et donc, j'essaie de réfléchir à la différence entre la façon dont j'abordais ma vie d'écrivain, mon écriture, quand j'avais 20 ans, 30 ans, et la façon dont je l'aborde aujourd'hui. For example, I will never now, at this age and for the rest of my life, no matter how long I happen to live,
write another book or even begin another book like Cloud Splitter, which is in manuscript about 1,000 pages long. Par exemple, je n'écrirai jamais à mon âge, et même si je vis encore très longtemps, je ne me remettrai jamais à écrire un livre comme Le Pourfendeur de nuages, dont le manuscrit faisait à peu près 1000 pages. It took me 6 years to write it, 3 years really building it, and then 3 years revising it. And it took an enormous amount of energy and thought and concentration, physical energy. And I realized that I really don't have access to that much time and that much physical and mental energy anymore. C'est un roman que j'ai mis 6 ans à écrire, à peu près 3 pour le structurer et 3 pour le retravailler. Ça m'a pris énormément d'énergie, ça m'a demandé beaucoup de concentration, beaucoup d'énergie physique aujourd'hui. Et aujourd'hui, je n'ai plus le temps, je n'ai plus l'énergie disponible pour un tel travail. And so I find for the first time in my life, and I want to know if this is true for you as well, I find that the economics of time are impinging upon the decisions, the aesthetic decisions that I make in my work. Et donc pour la première fois de ma vie, et je voulais te demander si c'était le cas pour toi aussi, j'ai l'impression que les paramètres temporels jouent un rôle, ont un impact sur mes choix esthétiques et sur mon travail. And this was not true for me when I was younger. I would take on any 6-year project that struck me deeply enough. Et c'était pas du tout vrai quand j'étais plus jeune. J'aurais accepté, et je me serais lancée volontiers dans n'importe quel projet de 6 ans qui me frappait et qui me donnait envie de le faire. Non, moi je crois pas. Le dernier film que j'ai fait, qui est Le Voyage dans le cinéma français, ça, c'est 4 ans de travail, 80 semaines de montage, et c'est suivi par une série pour la télévision de 8 heures. Et c'est un travail, c'est sans doute un des travaux les plus absorbants que j'ai pu faire. Je crois que la différence, c'est que l'énergie qu'on doit mettre pour arriver à trouver la possibilité même de commencer à réaliser un projet devient plus difficile maintenant que l'était. Encore que c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que tout. Alors ça sépare d'un romancier. Tous les films, la plupart des films que j'ai faits m'ont demandé des années, voire des mois, mais des années de bataille pour pouvoir les faire admettre. Ils ont été pour la plupart refusés par tout le monde. Donc j'ai pas l'impression d'avoir eu une difficulté qui grandissait. Et qu'à l'extrême limite, le tournage devenait presque, même quand c'était physiquement épuisant, ça devenait une récréation par rapport à tout ce qu'on avait subi avant. Oui. Ça devenait un moment où on libérait son énergie. Je veux dire, moi j'ai vécu un moment quand même où le PDG d'une société qui était au-dessus de mon producteur, c'est pour un film qui s'appelait La vie et rien d'autre, Life and Nothing But, que ce PDG, Monsieur Laine, je vais toujours le nommer, celui-là, qui dirigeait Europe numéro 1, qui était le PDG donc de Hachette, de tout Hachette, maintenant ce qui s'appelle Hachette Entertainment. Il m'a offert un chèque pour que je renonce, que je ne fasse pas le film. Il m'a offert un chèque. La totalité de mon contrat, il me payait pour que je ne fasse pas le film. Parce qu'il disait, il n'y aura aucun spectateur. C'est un sujet sinistre.
la recherche des disparus, des morts, les conséquences de la Première Guerre mondiale, c'est horrible, c'est triste. Et chaque fois que je lui disais, il y aura des moments de comédie, ce sera drôle. Il y aura des moments, c'est pas sur la mort, mais c'est sur la vie. Il me disait, c'est encore pire. Et donc, je veux dire, des gens qui ont eu un chèque pour ne pas écrire, pour ne pas faire un truc. Ça. Après ça, tout paraît facile. Quand vous tournez, tout paraît facile. Et même si on a dû faire le film dans des conditions très, très dures, c'est une libération. C'est une libération. Alors, la seule chose, c'est qu'on est, ce qui menace à notre âge très avancé, et avec des problèmes de santé, c'est, je sais pas, c'est comme disait Thelonious Monk. Il avait une phrase admirable. Thelonious Monk était un musicien formidable. Hein. Et il disait à un moment, je suis fatigué de convaincre. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut éprouver, aussi. Je veux dire que des auteurs peuvent éprouver quand leur œuvre n'a pas de succès, mais qu'on peut éprouver aussi quand on rencontre les financiers, quand on rencontre des gens, ou quand on vous explique qu'il y a des comités de gens que vous ne connaissez pas, dont vous ne savez pas qui les compose, qui ont prononcé quelques jugements sur le truc. Tu sais, on est maintenant jugé par des comités partout. Ça, c'est la grosse différence qui amène un peu une fatigue, une envie de s'arrêter, parce que de convaincre des comités. Je répète sans cesse cette phrase, je crois qu'elle est de Churchill. Vous savez ce que c'est qu'un chameau? C'est un cheval dessiné par un comité. Hein? Voilà. I also sometimes wonder, when working with filmmakers, as I have over the last 15, 20 years, that they don't, I sometimes wonder if they can obtain energy from the simple process of collaboration, working with other people, that novelists, fiction writers, poets perhaps too, don't have access to. Je me demande aussi parfois, ça fait 15 ou 20 ans que je travaille avec des réalisateurs de films, et je me demande parfois s'ils n'ont pas aussi accès, au travers du processus de collaboration, à une forme d'énergie à laquelle les romanciers, les poètes, les auteurs de fiction n'ont pas accès. Ah, absolument. Je trouve que c'est une excitation de parvenir à convaincre des gens de votre équipe, ou à leur faire sentir, à s'apercevoir qu'on les a convaincus, qu'on faisait le même film. Qu'on était tous, et on le sent à certaines choses. Mon ami Jean Orange, qui était mon premier co-scénariste, qui a écrit L'Horloger, Le Juge et l'Assassin, Coup de torchon, enfin beaucoup de films avec moi, disait que la première vertu, la première qualité d'un metteur en scène, c'est de pouvoir créer chez ses collaborateurs, scénaristes, acteurs, directeurs de la photo, l'envie de l'épater. Je trouve que c'est une phrase formidable. Et ça, voilà, c'est en effet, mais pour moi, ce n'est pas une contrainte, c'est quelque chose qui est excitant, d'arriver à créer ce sentiment, à le faire naître chez des gens qui vont travailler sur le film. Je vais raconter juste une anecdote. Je tourne une scène de bataille de Capitaine Conan. On ne les répétait pas, les scènes. Il n'y avait pas de répétition. On se lançait, on voyait ce qui arrivait. Si ça ne marchait pas, on refaisait. Et là, pendant une prise, les soldats passaient à côté, à un moment,
d'un homme qui était figé par la peur, qui était debout dans le champ de bataille, qui ne pouvait pas bouger. Il était debout comme une statue. Et normalement, le plan s'arrêtait là. On avait déjà traversé tout le champ de bataille, on arrivait là. Et dans une prise, la dernière prise qu'on fait, l'acteur qui joue un sous-officier qui passe, qui regarde cette statue figée par la peur, lance un cri, se met à courir, emmener ses hommes, et continue à attaquer. Je vois le type des effets spéciaux qui fait un signe, paf, il y a 2 explosions qui naissent sur la route. Je vois l'assistante réalisatrice qui fait un signe, tac, il y a des cavaliers qui arrivent sur la droite. Et mon caméraman court après le type. Et tout le monde suit. Le son, les assistants, les gens qui font... Tout le monde. Et tout d'un coup, j'ai eu un sentiment formidable. Ils étaient tous avec moi. Ils avaient tous compris comment on mettait en scène ce film. C'était inattendu. C'était 1 minute qu'on volait, qui n'avait pas été prévue. Et tout le monde, dire ça allait d'une personne qui allait créer une explosion, aux gens qui allaient faire bouger les figurants, jusqu'à l'équipe du son et tout, était... Et là, vous avez un moment, c'est un moment formidable. Vous avez l'impression d'être un chef de commando, oui, avec toute une équipe qui bouge en même temps que vous. Voilà. Et ça, c'est quelque chose... il ne faut pas le voir comme une contrainte. C'est un moment, c'est quand on est... Je m'en dis, je suis arrivé à faire passer quelque chose dans l'équipe qui fait que le plan, on l'a arraché. Voilà. No, that's marvelous. I'm afraid, don't have any such team that I can work with. In fact, although I take some courage and encouragement and energy from my dogs, I have always had dogs, and they always come with me when I go to my studio to work. Oui, ça a l'air merveilleux. J'ai bien peur de ne pas avoir d'équipe de ce genre moi-même, même si je tire une certaine énergie de la présence de mes chiens qui m'accompagnent. J'ai toujours eu des chiens et ils m'accompagnent toujours quand je vais travailler à mon bureau, à mon atelier. And when I'm discouraged and tired and confused and blocked, I read to my dogs what I wrote the previous time. And my dogs look at me with great intelligent attention. Et quand je suis découragée ou fatiguée, perdue ou bloquée quelque part, je lis à mes chiens ce que j'ai écrit la fois d'avant. Et ils me regardent toujours avec énormément d'attention et d'intelligence. I'm actually quite serious. And if they were able to applaud, they would applaud. And they make me feel as though I'm brilliant again. And I can go on into the next day. So I must never let go of my dogs. Mais je suis assez sérieux en fait sur ce sujet. S'ils étaient capables d'applaudir, ils le feraient. Ils me redonnent le sentiment d'être quelqu'un de brillant. Et c'est vraiment eux qui me permettent de continuer. Non, pas avec les chats. No, cats do not approve. Non, les chats n'approuvent pas. Voilà. Alors, est-ce que je peux... Shall we try to... Oh, here comes our moderator. Cher Russell, peut-être il est temps pour moi de vous présenter Juliette Smadja et Donatien Châtaignier qui ont quelques questions à vous poser ce soir. Voilà, je vous en prie. Bonsoir. Bonsoir. Tu veux commencer, Juliette, ou non? Moi, j'avais une question peut-être un peu plus politique et peut-être un peu plus d'actualité. Mais je trouve que dans vos 2 œuvres, on sent vraiment ce regard sur le délitement du lien social et du lien familial surtout. Quelque chose qui est très présent, en tout cas, que j'ai pu voir ou lire. Et aussi, bien évidemment, une forme de misère sociale que vous décrivez très très bien. Je voulais savoir justement comment est-ce que vous analysiez cette réponse en fait, qui a été le vote pour Donald Trump, ou on peut le voir pour
l'extrême droite en général en Occident. Je voulais voir justement comment est-ce que vous analysez ce malaise social et justement que vous avez su voir et que vous avez su retranscrire dans vos œuvres respectives. Well, I guess this is my question to deal with first. There are many ways we can approach the question. I'd like to approach it as an artist, as a writer, rather than as a political journalist or observer. I could do either, but I think I'll try as an artist. I'll let you go there. Je crois que c'est à moi de me coller à cette question en premier. Il y a beaucoup de façons d'y répondre. Je préfère le faire en tant qu'artiste, en tant qu'écrivain, plutôt qu'en tant que journaliste ou observateur politique, même si je pourrais aussi le traiter de cette façon. Many of my characters have been identified by critics, reviewers, readers, as people who feel alienated, who feel abandoned, who feel marginalized, and who are, if they're men, likely to be misogynist, at least on a certain subterranean level. And if they're white, likely to be racist on a subterranean level. And if they're not gay, likely to be homophobic on a subterranean level. Beaucoup de mes personnages ont été perçus par la critique, par les lecteurs, comme des personnages, des gens qui sont marginalisés, qui se sentent abandonnés, qui se sentent privés de toutes sortes de choses. Si ce sont des hommes, il y a de grandes chances qu'ils soient un petit peu misogynes, en filigrane. Si ce sont des personnages blancs, il y a des chances qu'ils soient un peu racistes. Si ce sont des personnages qui ne sont pas gays, il y a des chances qu'ils soient un peu homophobes. And yet, most of these same readers and critics and reviewers and so forth, and journalists who are asking these questions, feel toward those characters affectionate, respectful regard. In some cases, they might even say, I love them. I love Wade Whitehouse in Affliction. I love Bob Du Bois in Continental Drift, and so forth. And then they ask me, and recently they have asked me, would your characters vote for Donald Trump? Mais ces mêmes lecteurs, ces critiques, ces journalistes ressentent une forme d'affection, une empathie, un certain respect pour ces personnages qu'ils peuvent même aimer d'une certaine façon. Ils peuvent aimer Bob Du Bois dans La dérive des continents ou le personnage principal d'Affliction. Mais aujourd'hui, ces critiques, ces journalistes, ces lecteurs me posent la question, est-ce que vos personnages voteraient pour Donald Trump? And I have to say, yes, they certainly would. Just as did my sister, just as did my nephews and nieces, just as did my cousins and my aunts and uncles. Et je suis bien obligée de répondre que oui, bien sûr, ils le feraient, tout comme d'ailleurs ma sœur, mon neveu, mes nièces, mes cousins, mon oncle et ma tante. So in a sense, I'm rejecting your question by not answering it as a political journalist might answer it, but rather saying, you know, I understand in my heart why people voted for Donald Trump. I can intellectualize that and analyze that and so forth, but I much rather try to understand it in my heart. Donc quelque part, je ne réponds pas à votre question, en tout cas je refuse d'y répondre en tant que journaliste politique, mais en fait ce qui m'intéresse, plutôt que d'essayer d'analyser de façon rationnelle pourquoi les gens peuvent voter pour Donald Trump, c'est vraiment d'essayer de le comprendre d'un point de vue émotionnel, d'essayer de comprendre dans mon cœur pourquoi on peut être amené à voter pour Trump. Juliette, mon propos n'était pas du tout d'admonester le peuple américain ou quoi, moi petit français, jamais je me permettrais, hein, c'est pas du tout ça. Non, c'était juste vraiment sur cette raison que... No, you actually are in your own troubles here. C'est ça, mais... Vous avez vos propres problèmes à régler ici. C'est ça, mais c'était Oui. vraiment sur cette idée que vous avez su retranscrire cela dans vos œuvres et vous, pourtant vous n'êtes pas d'accord avec cette réponse-là, mais je vais plutôt donner la parole à... Oui, moi pour rebondir là-dessus, je voulais vous demander, justement, vous brossez le portrait de cette classe moyenne américaine, vous la décrivez avec beaucoup d'acuité, et je voulais savoir si c'est justement à cette classe moyenne que vous adressez vos livres, et est-ce que vous savez quel lectorat vous touchez en Amérique?
You know, that's been a question that has come up since I first began to publish my work in my 20s. And it was therefore something I had to think about and ask myself. En fait, on me pose cette question, c'est une question qui revient depuis que j'ai commencé à publier mon travail quand j'avais la vingtaine, et c'est une question à laquelle je dois réfléchir régulièrement. Because I'm very aware that most of my characters and the lives I'm describing and dramatizing are never likely to read my work. People like that would never read my work. I know that. Parce que j'ai bien conscience justement que la plupart des personnages et des histoires de vie que je raconte ont bien peu de chances de lire mes livres, sont des gens qui ne liraient jamais des livres comme les miens. So I have to admit that the truth is I'm writing for myself, that Yeah. I'm my only reader. Et And donc, my dogs. je suis bien obligée d'admettre la vérité qui est que j'écris pour moi et que je suis mon seul lecteur, moi et bien sûr mes chiens. You see, I'm trying to use the process of writing in order to understand what I can't conceivably understand through any other means. En fait, j'essaie d'utiliser le processus de l'écriture pour essayer de comprendre des choses que je serais incapable de comprendre par tout autre procédé, quel qu'il soit. That means I'm writing for myself, not for my amusement, but in order to penetrate a mystery that is otherwise impenetrable to me. Et donc ça veut dire que j'écris pour moi, non pas pour m'amuser, mais pour essayer de comprendre un mystère qui me demeurerait sinon complètement impénétrable. Right. Oui, Now, et le fait que ce soit impénétrable, c'est ce qui rend ces livres, ces nouvelles si précieux, parce que c'est ce qui en fait le contraire d'un article de journalisme. On rentre à l'intérieur d'un monde qu'on ne comprend pas tout à fait, qu'on devine, qu'on ne comprend pas. Et c'est de nous faire toucher des vérités, mais sans les juger, sans les imposer. C'est extraordinaire. Dans les nouvelles, la plupart des nouvelles d'un membre permanent de la famille, dans Affliction, le personnage du père, ces personnages qui sont de tous ces hommes machos, brutaux, qui constituent une grande partie de l'Amérique. Et en même temps, le travail de l'écrivain, c'est tout d'un coup de trouver un moment où au détour d'une phrase, un personnage va nous toucher comme le personnage du père, là, de ce père qui a détruit les vies, qui a détruit la vie de ses enfants, et qui, quand même, au détour d'une phrase, il va nous prendre le cœur. Donc voilà, c'est de comprendre. Ça ne veut pas dire excuser, mais c'est tout d'un coup de comprendre, ou d'essayer de comprendre. Yeah. Well, don't you do the same thing through film? I mean, through the process of making a film, lead you deep into and through to a deeper understanding of what was previously mysterious and unknown to you? Est-ce que tu ne fais pas exactement la même chose avec tes films? Est-ce que le processus de réalisation de tes films n'est pas une façon d'approcher une forme de compréhension d'un mystère? Souvent, la plupart des mondes que j'ai essayé d'explorer étaient des mondes sur lesquels je ne savais rien. Le monde des disparus de la guerre de 14, avant de commencer le film, j'avais aucune idée de ce que c'était, et j'avais aucune idée de ce à quoi je touchais. Mais même le monde des instituteurs dans des zones défavorisées, plus je faisais le film, tout d'un coup, plus il y a une réalité, il y a des choses qui me sautaient, et il y a des personnages que j'aurais voulu juger sévèrement, et j'arrivais plus du tout à juger sévèrement. J'arrivais même plus à les juger. Alors, ce qui différencie, c'est que moi, je ne peux pas m'empêcher d'avoir des héros qui, par leur fonction, vont essayer de se battre. Mais ça va être un instituteur qui va essayer
d'apprendre l'alphabet, d'apprendre des lettres dans des classes où beaucoup d'enfants ne sont pas nourris, où sont tellement peu, ont tellement peu de rapports familiaux que, comme dit une des institutrices du film, ça leur prend 4 mois à apprendre à dire bonjour, d'avoir une relation à l'autre. Donc voilà, j'ai des gens qui vont scoltiner ça. Et ça m'intéresse, et de révéler un monde, et qui est un monde, en effet, mais ce sont des gens abandonnés. Ce sont des gens qui ont été laissés pour compte. Les policiers que je montre dans L627 sont des gens qui sont abandonnés par le pouvoir. C'est des gens qui travaillent dans des conditions effroyables, sans être formés, sans être éduqués, sans être payés. Ils ne sont pas récompensés selon leur travail, mais la prime qu'ils reçoivent est la même qu'ils travaillent ou qu'ils ne travaillent pas. Et après, on s'étonne quand il y a un tel abandon de la réalité. Après, on est étonné, on dit, ils virent vers la droite, mais ça se sentait, ça, ce sentiment qu'il y a des gens qui font une loi. La loi qui porte le titre du film, L627, loi numéro 627. Dans cette loi, on dit que quand on arrête un toxicomane, la loi oblige à ce qu'il soit soigné, mis dans un... Or, à ce moment-là, il n'y a aucun crédit pour les hôpitaux. À l'époque où je tourne le film, les docteurs n'ont pas de formation obligatoire pour traiter les overdoses. Il n'y a pas d'argent. Donc il y a la loi. Donc les policiers respectent la loi, envoient ce type dans un hôpital. Dans un hôpital, il est reçu par un docteur qui dit « j'ai rien, je ne peux rien faire, je vous donne du Tangésique ». Il lui donne des cachets, voilà, et on le renvoie. Et on l'envoie en prison, où comme il a sans doute le sida, il va contaminer la prison. Personne dans le monde politique n'a essayé de réfléchir si la loi était applicable, si on avait donné les moyens de l'appliquer, on l'a votée, et personne ne vient regarder le pourquoi de cette loi. Et ça fait que ces gens, en effet, sont abandonnés. Ils sont abandonnés comme est abandonnée l'héroïne de Blue dans une nouvelle, qui est quelqu'un qui est abandonné. Elle est abandonnée. Justement, pour revenir sur votre cinéma, Monsieur Tavernier, votre cinéma est très éclectique dans le sens où vous êtes essayé à différents genres, différents formats, différentes époques et milieux sociaux variés. Et vous prenez toujours le soin de montrer dans chaque époque les conflits sociaux et culturels. Et cet aspect proprement populaire de votre cinéma est d'autant plus frappant dans les années 70-80 où vous avez joué avec des acteurs, vous avez fait tourner des acteurs comme Noiret ou Galabru, des acteurs très populaires et qui faisaient l'unanimité. Et est-ce qu'aujourd'hui, alors que les clivages sociaux apparaissent plus marqués que jamais, et que le milieu du cinéma est lui aussi apparaît comme un monde hermétique, c'est encore plus frappant en Amérique et à Hollywood, est-ce qu'il est encore possible de prôner un cinéma populaire et qui représenterait aussi bien le peuple, mais aussi pour le peuple, parce que par exemple, on voit rien que le coût du cinéma, tout le monde ne peut pas aller au cinéma chaque semaine regarder les films qui sortent. Vous posez 17 questions en une. C'est vrai. D'abord, si vous accolez le mot populaire, je suis content d'apprendre que mes films étaient, à l'époque où on les faisait, personne ne les considérait comme populaires parce qu'on ne voulait pas les financer. Que ce soit que La Fête commence ou j'ai dit La vie, rien d'autre, mais tous, c'était pas tellement populaire. Deuxièmement, oui, il y a des films qui se font toujours sur les milieux sociaux à l'heure actuelle. Welcome, les films de Philippe Liorret, le film de Stéphane Brisé, La loi du marché. Il y a des films qui parlent de ces mondes.
il en parle, et parce qu'il y a aussi des acteurs qui continuent à s'impliquer là-dedans, à vouloir se battre et à le faire. On en trouve quand même pas mal, aussi bien en France qu'en Amérique. Des films comme Manchester by the Sea, mais aussi des films comme Neruda. Vous avez le film de Jeff Nichols qui parle des conflits raciaux. Ils existent. Et ça n'a rien à faire avec le financement, avec le fait que du monde... Il y a toujours eu des cinéastes qui étaient intéressés par le monde, comme il y a toujours eu des romanciers qui sont intéressés par le monde extérieur. Il y en a toujours. Je crois que ça ne change pas. Ça ne change pas. C'est pas toujours facile, mais je pense que là-dessus, il y a une continuité, aussi bien dans la littérature que dans le cinéma. No, that doesn't the economy, again, I'm going to come back to that word, the economy of the delivery system, which might be a publishing industry and the movie making and distribution industry. Doesn't that change and evolve over time from sometimes a more facilitating role with regard to serious artistic endeavors and sometimes a less facilitating role? Oui, traduire. J'en reviens à cette idée de l'économie et des systèmes de diffusion. Je me demande de quelle façon les systèmes de diffusion, de distribution des films ou d'édition pour ce qui est du livre ont un rôle facilitant à certaines périodes et moins facilitant peut-être à d'autres pour justement les entreprises artistiques un peu ambitieuses. I've seen this occur certainly in the publishing world in the United States, and I know to a considerable degree also here in Europe, as it's become more and more controlled by a smaller and smaller number of globalized corporations, then a certain kind of writing will find it increasingly difficult to find its audience. J'ai constaté ça dans le monde de l'édition américain et je pense qu'à un degré tout à fait considérable, c'est vrai aussi pour le monde de l'édition ici en Europe. La façon dont le contrôle d'un petit nombre, un nombre de plus en plus réduit d'entreprises globalisées est de plus en plus important sur ce qui se publie et la façon dont justement certaines formes d'écriture ne peuvent plus trouver leur public à cause de ce contrôle de ces petites entreprises, enfin ce petit nombre d'entreprises. Je crois que c'est tout à fait exact. Maintenant, c'est extrêmement difficile dans ce genre d'économie globalisée, par exemple, de faire acheter des livres étrangers aux États-Unis. Il y a une époque où dans les grandes maisons d'édition, il y avait des départements entiers de gens qui parlaient des langues. J'en ai rencontré, moi, quelqu'un qui a fait traduire Raymond Queneau, qui a fait traduire des tas de livres. Et ça fait partie des premières personnes qu'on a licenciées quand c'est devenu... Ça a disparu. Ça a disparu. Les connaisseurs des littératures étrangères ont disparu dans les maisons d'édition américaines. Ça, c'est certain. Mais... il y a toujours eu à l'intérieur quand même du système de production littéraire ou cinématographique, même avant la globalisation, il y avait à la fois des îlots de résistance et il y avait des forces qui étaient extrêmement hostiles à tout ce qui était contestataire ou social. Dans l'Amérique des années 30 et même début 40 essayait de faire un film social à la Metro-Goldwyn-Mayer. Hein? C'était très difficile. Et pourtant, comme il est impossible de mettre comme ça une règle, il y a toujours des exceptions. En même temps, dans la Metro-Goldwyn-Mayer, qui était la firme familiale, conservatrice, surtout avec Louis B. Mayer, hein, qui était...
et ben tout d'un coup, c'est une firme qui produit Freaks, le film de Todd Browning au début des années 31, qui est un des films les plus scandaleux qui soit. Donc on arrive à trouver même là des exceptions. Mais dans l'ensemble, c'était impossible. Alors que à la RKO, qui était un studio qui était mené par un producteur qui était progressiste, il y avait beaucoup d'écrivains de gauche, de scénaristes de gauche, de metteurs en scène de gauche, et il y avait beaucoup de films contestataires et sociaux qui étaient faits. Donc, oui, on arrive à trouver, de même qu'il devait y avoir des maisons d'édition qui ont permis, par exemple, la publication des livres d'Henry Miller, qui ont longtemps été interdits aux États-Unis. Donc oui, mais même avant la globalisation, disons, a à la fois, comment dire, accélérer et augmenter ces pressions, mais parfois aussi, tout d'un coup, on trouvera, je suis sûr qu'on va trouver dans une entreprise qui appartient à Rupert Murdoch, on va trouver un endroit où tout d'un coup auront été produits. Va donc savoir pourquoi et comment 2 ou 3 livres ou 2 ou 3 films qui ne correspondent absolument pas à la pensée de M. Murdoch. I'm not so sure. Although HarperCollins, Rupert Murdoch is my publisher. Oui. Je ne suis pas si sûre, même si HarperCollins est donc Rupert Murdoch et mon éditeur. But I'm one of those exceptions, I think. And I'm someone who has been around a long time and has already an existing readership and audience, and so it's a fairly predictable profit-making operation with me. But if I were 25 years old and bringing to the publisher that I have now the books that I was writing then, or would write now, I'm not so sure they would be welcomed. Bien sûr, je suis en fait une de ces exceptions, mais je suis là depuis longtemps. Je possède un lectorat fidèle. Finalement, c'est une opération assez prévisible en termes de profit que de publier mes livres aujourd'hui. Si j'avais 25 ans et que je venais aujourd'hui voir cet éditeur avec les livres que j'écrivais à l'époque ou même les livres que j'écris aujourd'hui, je ne suis pas si sûre que ça fonctionnerait aussi bien. And in fact, if I were a young filmmaker or a young novelist, like you folks, I would be looking for an alternative delivery system, for an alternative way to find my audience. And I would probably head for the digital delivery system. I would head for the internet in both cases and bypass the studios, the big corporations, and bypass the big publishers and find my own way that way. Et si j'étais aujourd'hui un jeune réalisateur de cinéma ou un jeune romancier, comme la situation dans laquelle vous êtes vous, je chercherais certainement un système de diffusion alternatif. Et je pense que je me tournerai vers le numérique, je me tournerai vers Internet, que ce soit pour le cinéma ou pour les romans. Je chercherai un moyen de contourner les grands studios de cinéma et les grandes maisons d'édition. And I think, too, you know, you described the history of the studios and the studio control, and then in the 1970s and 80s, there was a certain kind of shrinking of the studio power, and then as a result of that, independent movies became possible for about 20 years, where you could make movies for $100,000 or $300,000 and find an audience and get distribution then. And then came the globalization and the reintegration of all the smaller production companies into larger corporations until we have now, once again, the power of a small group of people. Et tu as décrit, Bertrand, l'histoire des studios de cinéma. Et dans les années 70-80, il y a eu une baisse du pouvoir de ces grands studios de cinéma qui a permis l'émergence de films indépendants. Il y a eu à peu près 20 ans de décennies pendant lesquelles il a été possible de faire des films indépendants avec des budgets de 100 000 ou 300 000 $ qui allaient trouver une distribution, qui allaient trouver leur public. Et puis la mondialisation est venue provoquer la réintégration de ces compagnies indépendantes dans un petit nombre réduit d'acteurs, de grandes entreprises de production. La globalisation et les portes du paradis, Heaven's Gate, qui a mis fin à la liberté des metteurs en scène. Ça a supprimé la conduite de Michael Cimino et le dépassement du film
à supprimer ça. Mais maintenant, même à l'intérieur de ces énormes groupes qui naissent de la globalisation, tout d'un coup, ces groupes vont faire surgir des films que justement les grands studios n'arrivent plus à faire surgir. J'ai donné des exemples, 2 ou 3 des films les plus contestataires et les plus personnels qui sont nés aux États-Unis récemment, ont été financés par Netflix, par des boîtes qui souvent ne payent pas d'impôts ou arrivent à échapper aux impôts parce qu'ils ont dans les paradis fiscaux, arrivent à échapper, ont beaucoup de mal à se plier à toutes les règles de droit d'auteur. Magnifique. Et par exemple, Manchester by the Sea, c'est Amazon. C'est aucun studio, c'est Amazon qui produit ce film que, je pense, aucun studio n'aurait produit. Tout d'un coup, c'est une firme, et c'est pas une firme qui est bénéfique, on le sait, pour beaucoup de gens en France, en tous les cas pas pour les libraires, et pas pour, en plus, les services fiscaux français, puisque ça fait partie de toutes ces firmes qui échappent partout aux impôts dans tous les pays d'Europe grâce à M. Juncker. Vous vous êtes tous les deux confrontés à l'exercice de l'adaptation. Alors vous, Russell Banks, beaucoup de vos romans ont été adaptés au cinéma et vous avez vous-même écrit des adaptations, notamment l'adaptation cinématographique du livre de Jack Kerouac, Sur la route, pour Francis Ford Coppola. Et vous, Bertrand Tavernier, la plupart de vos films sont des adaptations de matériaux divers, romans, bandes dessinées par exemple, je pense à Quai d'Orsay, ou de nouvelles. Est-ce qu'il y a une méthode de l'adaptation en fait? Comment est-ce que vous travaillez, vous tous les deux? Shall I address that first? Yes, Okay. I love it to hear. Est-ce que je commence? Oh, it's something that I came into really unintentionally and by happenstance when Atta Magoyan, the Canadian director, and Paul Schrader, the American director, in the late 1990s, invited me to participate in the adaptation of 2 of my novels. Je crois qu'il se passe un truc terrible. The alarm. Là, il va y avoir une bombe. That happens to me every time I'm in a hotel room at 3 o'clock in the morning. Yeah, I know. Ça m'arrive à chaque fois que je suis à l'hôtel à 3 heures du matin, ce genre de choses. The same clock. Okay. Did you translate what I began with? Okay, go ahead. Donc, je suis venue travailler sur l'adaptation un peu par hasard quand Atom Egoyan et Paul Schrader, qui sont 2 réalisateurs qui ont travaillé sur mes films, m'ont invité à participer à l'écriture et à l'adaptation de mes romans pour leurs films. So I really saw the process up close and learned a great deal from it and found it extremely interesting and engaging for lots of different reasons, and wanted to actually do it myself. I wanted to try adapting my own work and possibly others, and even also function as a producer if that were possible in some way, in order to control the arrangement of people who might adapt my books into film as much as possible. Et donc j'ai vu le processus d'adaptation de près et j'ai appris énormément de choses. Ça m'a semblé extrêmement intéressant pour tout un tas de raisons. Et du coup, j'ai essayé moi aussi de faire ça de mon côté, donc de travailler à l'adaptation de mes œuvres, mais aussi pourquoi pas à l'adaptation des œuvres d'autres écrivains, voire éventuellement de jouer un rôle de producteur de façon à pouvoir garder un maximum de contrôle sur la façon dont on adaptait mes textes. And I just very quickly learned, working with other people and reading scripts and trying to adapt my own, the extraordinary difference between writing fiction and writing a screenplay adaptation. The deep and profound difference between them.
Et donc j'ai rapidement découvert, en travaillant avec d'autres, en travaillant ainsi à l'écriture de scénarios, à l'adaptation de livres en scénario, j'ai rapidement découvert l'énorme différence qui existe entre la fiction et l'écriture de scénario. And I like to compare it in a kind of metaphorical way by describing the novelist as a potter who's making a round, large jar out of a lump of clay, all by himself or herself, a round jar that has a flat bottom. Et j'aime décrire cette différence sous la forme d'une métaphore. Je compare le romancier à un potier qui sculpte une énorme jarre, tout seul, à partir d'un morceau d'argile, une énorme jarre avec un fond plat. And then the person who wants to make a film from that takes the jar and throws it on the ground and smashes it into 1,000 pieces. And then sorts through the pieces and takes out of all the pieces the flat ones. Et la personne qui veut, à partir de ce roman, à partir de cette jarre, faire un film, va prendre la jarre, prendre le vase et le casser en 1000 morceaux, le précipiter au sol et fouiller dans les tessons pour ne ramasser que tous ceux qui ont le fond bien plat. And then goes to work with an entire guild of people. There is the framer, there is the letter, there is the designer, and builds out of that three-dimensional object a two-dimensional stained glass window. Et ensuite, il va se mettre au travail avec toute une équipe, avec tous ses corps de métiers différents, le cadreur, le décor, etc. Et à partir d'un objet en 3 dimensions, il va construire un objet en 2 dimensions qui sera donc une fenêtre. And that to me describes the difference between how a novelist works and how you have to work with that novel in order to adapt it to film. Et je crois que cette métaphore décrit assez bien la différence entre le travail du romancier et le travail qu'il faut faire pour faire de ce roman un film et l'adapter. Qu'est-ce que j'ai cassé comme jarre? J'ai construit un nombre de vitraux énorme. Alors, j'ai fait plus de scénarios originaux que d'adaptations, en fait. Mais de nouveau, Jean Orange qui disait, quand on adapte un roman, en fait, il faut s'arranger que même ce que l'on change soit des cadeaux qu'on fait à l'auteur. Voilà. Parce que, pour montrer qu'on l'admire. Yes, I suppose. Why do we show no gratitude? On se demande pourquoi on ne fait montre d'aucune gratitude. Les romanciers que j'ai adaptés m'ont montré de la gratitude. Que ce soit Simenon, que ce soit l'auteur de la mort en direct, The Continuous, le romancier anglais qui a dit que le film était bien meilleur que le livre. Oui, ah oui, il y a quelqu'un qui rit. Il l'a écrit et dit dans tous les interviews. Voire même à un moment les gens avec qui on a fait Quai d'Orsay, qui trouvent mais je pense que ces deux choses ces deux exercices qui sont totalement différents. Enfin, écrire un scénario original et faire une adaptation, c'est aussi difficile et on doit faire porter son imagination sur quelque chose qui est différent, qui est totalement différent. Mais, voilà. Vous voyez? Moi, j'avais peut-être une question peut-être plus personnelle pour vous, Bertrand Tavernier. Il y a un film que j'ai vraiment beaucoup admiré, que j'ai découvert il y a très peu de temps, qui est en fait votre documentaire qui s'appelle De l'autre côté du périph', oui. Et en fait avec lequel vous avez co-réalisé avec votre fils. Oui. Et je trouve que vraiment dans ce film-là, il y a un des moments pour moi qui est l'un des plus beaux moments, un des moments les plus éthiques du documentaire, où véritablement il y a, comment est-ce que je pourrais expliquer? Peut-être vous pourriez l'expliquer vous-même. Cet instant où vous interrogez cet homme qui est malade et qui va mourir dans très peu de temps, et où vous lui demandez justement ce qu'il espère encore de la vie. Et là, il vous répond qu'il aimerait profiter de sa maison de campagne. Et il y a cet instant, je ne sais pas, peut-être si vous voulez continuer, où
Mais je trouve vraiment, après, le cadeau que vous faites, vous parliez d'un cadeau à l'instant comment dire, ouais, pardon, à l'auteur, justement, de celui que vous adaptiez. Là, vous faites carrément un cadeau, en fait, à la personne que vous filmez. Peut-être que vous pourriez en parler. Mais vraiment, Oui. ça m'a bouleversé. Mais je trouve qu'il y a des rapports très profonds entre le documentaire et la fiction. Et très souvent, quand on fait un documentaire, on a l'impression qu'on est face à des personnages de fiction. Et cet ouvrier, pour moi, que je filmais, cet ancien ouvrier d'usine, il se décriait, ouvrier d'usine. Hein? C'était dans le temps, il disait, monsieur, on avait un métier, disait-il. À l'époque, on avait un métier. Maintenant, les gens, ils ont du travail, ils n'ont pas de métier. Hein? C'était assez beau ce qu'il disait, comme phrase. Hein? Ils ont du boulot, ils n'ont pas de métier. Il avait l'air de sortir d'un film de Jean Renoir. Et c'est vrai qu'on était resté plusieurs mois dans la cité et on l'avait beaucoup aimé, ce type. Et on le revoit quelques mois après et on décide de continuer à le filmer comme on avait fait avec beaucoup d'autres personnages. Et là, on s'aperçoit qu'il est malade. Et il nous dit qu'il ne sait pas s'il pourra vivre suffisamment de temps parce qu'il veut profiter. Il dit oui, je voudrais profiter de la petite maison que j'ai fait construire sur la Loire. J'espère pour vous. Et il se met presque à pleurer. Il n'a pas pu profiter de sa maison. Il est mort avant. Et on coupe. Moi, j'ai du mal à continuer à tourner. Donc on le quitte. Il nous accompagne à la porte. Nils, mon fils Nils et moi, on était deux. On était simplement deux, toujours filmer ces gens-là. Et là, il me met la main sur l'épaule. Je suis sur le pas de la porte et il dit « Continuez à transmettre ». Tout d'un coup, ce type qui n'était pas un cinéphile, qui n'était pas cultivé, qui n'allait pas au cinéma, il a voulu me dire cette phrase, continuer à transmettre, qui est pour moi la phrase la plus bouleversante que j'ai entendue dans toute ma vie de cinéaste. Que ce quelqu'un qui éprouve le besoin de vous dire ça. Et quand j'ai appris sa mort, j'étais au montage, j'ai dit mais comment je peux évoquer sa mort? Donc au lieu de faire un truc funèbre, j'ai fait des plans d'enfants. J'ai monté tous les plans d'enfants que j'avais qui jouaient dans la cité sur une chanson. Je lui ai dit, je vais lui offrir une minute de vie. Une minute de vie. Et c'était une minute où tous des enfants qui jouent, qui font du vélo, qui jouent au ballon, qui là, sur une chanson de ce groupe formidable, de ce groupe de Traoré, là, il y a une très, 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 très jolie chanson africaine. Voilà, donc ça, c'était ça, le cadeau qu'on a envie de faire des personnages. Mais c'est une belle métaphore, parce que c'est vrai qu'on a envie... Cette notion de cadeau, elle est importante. Moi, dans les films de fiction grecque, j'ai l'impression qu'il y a des personnages qui me font des cadeaux, et que moi aussi, je peux faire des cadeaux aux personnages. Bon, je pense que... Merci beaucoup, Bertrand Tavernier. Merci, Marguerite. Merci à Juliette Donatien. Merci à Russell Banks. Je crois qu'il est temps maintenant de se dire au revoir. Et pour ceux qui le souhaitent, on peut poursuivre le dialogue dans les espaces publics du théâtre. Merci à vous.